Alors si on arrive à prendre le sujet tôt et puis à bien comprendre où sont les départs de feu, on va pouvoir tous les éteindre. Et VisiBrain, c'est ça, ça aide à prendre le recul avec la data pour pouvoir contenir l'incendie. Avoir cette data du social listening, ça permet de ne pas partir n'importe où, de vraiment savoir, ok, c'est ça l'existant, et finalement d'affiner une stratégie de marketing d'influence. Donc Canal+ a déployé une série, ça s'appelle La Fièvre. C'est quoi le rapport avec VisiBrain ? VisiBrain, dans la série, en fait, c'est l'outil utilisé par justement l'agence de communication. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Grosse Odyssée. Le concept est très simple, partir à la rencontre des héros du monde pro. Ça peut être des dirigeants, des responsables marketing ou encore des leaders des ventes. Elles ont toutes et ils ont tous un dénominateur commun, celui de vivre la croissance de l'intérieur. Alors comme les meilleurs feedbacks et les meilleurs apprentissages naissent des discussions captivantes, nous allons ensemble partir explorer leur quotidien. Je suis Simon Lagadec, cofondateur de Make the Grade, cabinet de conseil en stratégie digitale et partenaire élite du CRM HubSpot. Je vous souhaite une excellente écoute sur le podcast La Grosse Odyssée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Grosse Odyssée. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Christophe Gatouin, cofondateur de VisiBrain. Salut Jean-Christophe, comment ça va ? Salut, ça va bien et ravi d'être là. Plaisir partagé. J'ai hâte de faire cet épisode autour de tes expertises avec VisiBrain. On a une actualité en 2024 qui est très très forte avec les Jeux Olympiques par exemple, la Coupe d'Europe de football également. À l'heure où on diffuse cet épisode, on est en septembre 2024. Donc tous ces événements-là sont passés. Et chez VisiBrain, vous êtes expert des sujets liés à la réputation notamment, mais pas que. Alors on va creuser ces sujets-là. Par rapport à l'actualité également, est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter et nous pitcher VisiBrain ? Oui, avec plaisir. Donc, je suis Jean-Christophe Gatouin. Je suis donc cofondateur de VisiBrain, une société que j'ai montée avec deux amis à la sortie de mes études. Et VisiBrain, en fait, ça part d'un constat que les réseaux sociaux ont changé le monde. Tout simplement. Aujourd'hui, c'est plus d'1 milliard de posts publiés à chaque jour sur les réseaux sociaux. Ça, c'est autant de risques et d'opportunités pour les entreprises. Et donc, c'est énormément de data et il y a un enjeu à bien comprendre toute cette data pour prendre les bonnes décisions. Et c'est là où on intervient. VisiBrain, on est une plateforme de social listening, de veille des réseaux sociaux. Et on aide en fait à tirer du sens de ces données. Et donc, comme tu l'as dit, si on rentre un peu plus dans les détails, donc nous, on est vraiment une plateforme SaaS. On s'adresse aux marques, aux institutions et aux agences de communication et on va les aider vraiment sur 3 piliers. Toutes les problématiques de réputation de la marque, réputation des dirigeants et avec cette spécificité aussi sur la communication de crise où les enjeux de temps réel sont importants. Il va y avoir tout un volet influence, comprendre les nouvelles tendances, les devancer, comprendre les codes, détecter de nouveaux influenceurs, mesurer ces campagnes de communication. Et un dernier volet, plus de la stratégie, comprendre son écosystème, son industrie et tirer des insights des réseaux sociaux pour cela. Alors, tu as utilisé le terme de social listening. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit ? Ouais, le social listening, c'est vraiment... Alors, c'est un terme d'ailleurs qui s'est un peu cherché. Au début, on parlait plutôt de social media monitoring, puis de social media analytics, puis social media listening. Et aujourd'hui, on a abrégé en social listening. Mais c'est vraiment cette idée, c'est le cœur du métier de VisiBrain, cette idée d'écouter ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur la partie publique des réseaux sociaux pour comprendre les tendances. Un peu cette image un peu du thermomètre pour prendre la température sur soit une marque ou soit un sujet d'actualité. Donc, on ira creuser un peu cette notion de sonar des tendances, finalement. Ouais, tout à fait. Il me semble que VisiBrain, ça a un peu plus de 14 ans, maintenant, depuis le moment où vous avez lancé ça. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse de l'idée ? Tu as indiqué que vous étiez 3 cofondateurs. Comment ça s'est fait à la sortie de vos études et qui fait quoi ? VisiBrain, effectivement, ça a commencé en 2010. La société officiellement a été créée en 2011, mais le début du projet, c'est en 2010, quand effectivement on avait fini nos études. Donc il y avait Nicolas, que j'avais connu en prépa, qui revenait des États-Unis
et qui voilà, on a discuté de leur vie d'entreprendre et moi j'avais un ami d'école d'ingé, donc Samuel, qui venait de sortir de son stage de fin d'études et qui savait pas trop quoi faire et on s'est retrouvés comme ça tous les trois. Et très vite, en fait, on a eu... moi, à titre personnel, je commençais à utiliser Twitter. Enfin, j'étais inscrit depuis quelques années, mais je trouvais ça futile. Et puis, en fait, je commençais à voir l'utilité en termes de circulation d'informations. Je commençais à partager des liens ou à utiliser Twitter, moi, pour ma veille personnelle. Il se trouve qu'il y a eu cette concordance où Nicolas, il avait vu aux États-Unis plus sur l'aspect usage grand public, en disant mais ça commence à décoller comme Facebook. Et on avait vu un peu ce côté Facebook qui avait commencé aux États-Unis et qui était arrivé en France après. Et puis Samuel qui avait utilisé les data Twitter dans son stage de recherche. Et c'est comme ça qu'on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire avec les données Twitter. On savait pas trop quoi, hein, honnêtement. Et puis en fait, donc il y a eu vraiment de 2 ans de un peu d'itération et de R&D où on a commencé à manipuler ces data. Au début, on les voyait plus pour à l'échelle particulière, un peu cette idée de logiciel pour soi-même, faire sa veille. Et finalement, on s'est rendu compte que ça avait vraiment de la valeur à l'échelle plutôt d'une entreprise pour veiller les sujets dans son ensemble. Vous voyez qu'il y avait énormément de données, même si en France, Twitter, c'était encore pas trop utilisé, mais on avait vraiment cette idée. Mais en fait, les tendances qu'on commençait à avoir quand on faisait quelques stats, on devançait en fait les titres du 20h. On avait les titres du 20h 1 ou 2 jours avant, parce que c'était le début aussi des journalistes en France qui commençaient à utiliser Twitter. Donc ça a été ça. Et puis finalement, les rôles se sont faits naturellement. Samuel, c'était vraiment la personne technique. Donc c'est aujourd'hui le CTO, le directeur technique, qui est vraiment l'architecte et le moteur du développement logiciel au sens technique du terme. Nicolas qui s'est vite retrouvé sur le terrain commercial. Et moi finalement, entre les deux, au début, beaucoup sur le produit. Et certains aspects techniques. Maintenant, j'ai totalement quitté les aspects techniques et je fais vraiment le pont finalement entre le besoin marché et le produit. Et puis après, au fur et à mesure, on a structuré marketing, customer success, etc., etc. Et puis en recrutant une équipe. Donc en 2010, il y a l'émergence des réseaux sociaux. Tout à fait. D'abord Twitter, c'est la porte d'entrée par laquelle vous êtes arrivé. Est-ce que vous avez englobé d'autres réseaux sociaux au fur et à mesure? Est-ce que vous êtes fait accompagner ou est-ce que vous étiez en situation d'autodidacte en équipe pour développer le logiciel? Ouais. Alors pour répondre à ta première question, effectivement, nous, notre opportunité, ça a été vraiment la data Twitter, parce qu'il y avait déjà un marché. Alors ça s'appelait pas social listening, mais il y avait déjà des veilles comme ça de web, mais c'était surtout orienté blog et forum à l'époque. C'était là où on captait la tendance du web et presse en ligne évidemment. Et Twitter, en fait, ça a été assez disruptif. En termes de vitesse déjà, c'était l'apparition du temps réel en fait. Même aujourd'hui encore, hein, c'est le réseau social temps réel, c'est Twitter, enfin X maintenant. Et aussi en termes de volume de data. Et puis vraiment la nature, c'était on passait de contenus assez longs finalement, soit des articles, soit des posts de blog, à des contenus de 140 caractères. À l'époque, Twitter c'était 140 caractères. Et voilà, ces messages courts. Donc ça, nous techniquement, on a pu vraiment avoir cette spécialité et faire la différence par rapport à ce qui existait sur le marché, à donner concrètement des insights en temps réel, ce que les acteurs déjà en place ne faisaient pas. Et évidemment, après, les acteurs en place ont commencé à intégrer correctement les data Twitter. Et nous, on a fait un peu le contraire. On a intégré après tout ce qui est data de blog et de presse en ligne. Puis après, au fur et à mesure des usages qui ont évolué, les pages publiques de Facebook, parce qu'il y a eu ça qui voulait un peu concurrencer Twitter. Hein. C'est il y a plus de 10 ans, mais il faut se rappeler qu'au début, il n'y avait pas ça sur Facebook. Et puis Instagram. Et puis, plus récemment, TikTok. On a intégré TikTok il y a 2-3 ans. Et là, on est très fiers d'avoir intégré LinkedIn. Alors, LinkedIn, qui existe depuis longtemps, qui était une partie un peu inexplorée du social listening, mais on a réussi à développer une technologie pour avoir toute la data publique de LinkedIn et du coup, avec une vraie valeur pour nos clients. Et on a rajouté aussi Threads récemment. Okay. Voilà, le compétiteur de Meta, le compétiteur de X. Ok, très très clair. Donc vous êtes holistique aujourd'hui sur l'ensemble des plateformes. Tout à fait. Et tu avais posé une autre question et j'ai oublié. Est-ce que vous vous êtes fait accompagner ou est-ce que vous étiez en situation d'autodidacte? Oui, alors nous, on a eu la chance d'être incubé à l'incubateur IMT Starter. Donc c'est
c'est lié à Télécom Sud Paris et le NSIE, donc l'école d'ingénieurs que j'avais fait, donc à Évry. Donc on est resté assez longtemps là-dedans. Et donc évidemment on était autodidacte dans le sens où nous on sortait d'études, on n'avait pas on a fait un peu ça vraiment instinctivement et on a improvisé, mais ça nous donnait quand même un cadre à la fois d'avoir vraiment du coaching ou des mentors qui quand même donnaient des grandes directions pour pas aller n'importe où, et aussi de côtoyer d'autres entrepreneurs, ce qui a été très précieux. Je salue d'ailleurs nos amis à Dubicast, une boîte c'était vraiment nos voisins et ils avaient commencé, je crois, 1 ou 2 ans avant nous. Et du coup, on discutait énormément avec eux et c'était, ça permettait de donner vraiment une bonne énergie et encore une fois, et puis tout simplement d'avoir des retours d'expérience concrets de gens qui avaient déjà signé des premiers clients, déjà créé un produit et ce genre de choses. C'était quoi le premier client que vous avez signé ? Oui, alors le premier client qu'on a signé, je vais en dire 3 parce que c'est finalement je me rappelle plus exactement la temporalité. On a très vite signé avec Bouygues Télécom, qui était assez précurseur sur les réseaux sociaux. On avait contacté la direction des innovations, c'est ce qu'on faisait à l'époque, on contactait les directions d'innovation qui nous redirigeaient, et là ils nous avaient redirigé sur le département social média, pardon, et qui était très actif sur le community management, et ils ont vite vu la valeur de l'outil par rapport aux OP qu'ils faisaient, et puis par rapport à la veille réputation aussi, qu'est-ce qu'ils se disaient sur le réseau de Bouygues Télécom, sur les offres de Bouygues Télécom, et ça a été notre premier client marque. On a eu un premier client agence, c'est Imachette, donc qui ont vraiment sur ces sujets de communication de crise qui se positionnent dessus et qui avaient un vrai besoin de plus en plus de choses. Ils voyaient vraiment le passage des médias traditionnels à Twitter et ils ont eu ce besoin-là. Et aussi, on a signé vite avec le service d'information du gouvernement. Encore une fois, on était en plein. Là, on parle de 2012-2013. On est vraiment en l'explosion de l'usage de Twitter et puis notamment sur toutes les actus politiques, les journalistes, etc. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'on a découvert finalement le content marketing comme ça. On avait fait un tweet. Je me rappelle, j'avais fait ça, mais un peu par hasard, finalement, il y avait le débat d'entre-deux tours des présidentielles en 2012. Et donc, nous, on pouvait avoir des stats sur combien de fois a été mentionné François Hollande et combien de fois a été tweeté Nicolas Sarkozy. Et on avait fait un petit camembert comme ça, très très simple, hein, du coup, mais ça donnait un pourcentage, et ça, c'était un tweet qui était devenu viral. Donc, on avait eu à l'époque, je sais pas, 100 retweets, mais c'était beaucoup pour 2012. Et quelques mois plus tard, en fait, on a été contacté par l'équipe du coup du service d'information du gouvernement. Ils disaient, mais nous, en fait, on a besoin d'avoir des stats, des insights, de prendre du recul sur tout ce qui se passe sur Twitter. Et on a vu que vous savez faire ça avec ce tweet-là, mais qu'on avait oublié, hein, c'était plusieurs mois plus tard. Et c'est comme ça qu'on a également signé avec le gouvernement. Donc voilà, c'est nos trois clients, nos 3 premiers clients, et qui sont encore clients aujourd'hui. Donc on est très content de ça. Belle fidélisation. Tout à fait. Si je comprends bien, vous vous adressez aussi bien à des grands comptes que à des institutions. Donc votre cible, elle est plutôt corporate. Vous vous adressez aussi à des PME potentiellement ? Nous, c'est vrai que, alors nous, fondamentalement, on s'adresse à tout le monde, mais c'est vrai que notre logiciel, il va faire sens à partir du moment où il y a une grande masse de données à traiter. Parce que si vous pouvez le faire à la main, vous n'avez pas besoin d'outils. Nous, c'est vraiment VisiBrain, le social listening, ça devient utile quand on a trop de data qu'on n'arrive pas à traiter. Soit sur sa propre marque, parce qu'évidemment, des marques comme Bouygues Télécom, il y a des milliers de messages chaque jour sur les différents réseaux sociaux, ou soit sur son marché, si on veut tirer de l'insight. Donc là, ça dépend, et c'est vrai que au début, nous, même jusqu'en 2016-2017, c'est vrai que c'était uniquement les grandes marques ou les grandes institutions, les ministères qui voyaient vraiment la valeur. Mais finalement, au fur et à mesure, à la fois de la croissance de l'usage des réseaux sociaux, il y a de plus en plus de data, et finalement aussi de la démocratisation du gain en maturité des différentes institutions. Là, de plus en plus, on bosse avec soit des boîtes un peu plus petites, effectivement, des marques un peu plus locales, et des institutions, voilà, de plus en plus des villes ou des départements, voilà, qui ont des enjeux finalement de plus en plus avec les réseaux sociaux aussi. Ok. Ce que je te propose, c'est qu'on puisse avoir les éléments de compréhension de vos champs d'intervention avec VisiBrain. Donc vous avez le champ d'intervention réputation, communication de crise
et de réseaux d'influence, les influenceurs. Ouais, c'est ça. Donc, Oui. on va commencer par la réputation. J'ai creusé une étude de l'université de Cornwall qui, il y a quelques années, c'était en 2018 il me semble, ils ont réussi à faire un rapport sur l'impact des réseaux sociaux sur les réservations de chambres d'hôtel. Ils ont réussi à corréler le fait que pour chaque point gagné sur TripAdvisor, ça correspond à une chambre qu'on peut louer 11% plus cher à chaque point. Tac, tac, tac. Donc on voit bien que l'aspect réputationnel influe en bout de ligne sur les revenus. Il y a l'image de marque, effectivement, mais pas que. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux et celles qui nous écoutent, qu'est-ce que l'e-réputation d'une entreprise et comment VisiBrain peut les aider à maîtriser cette e-réputation-là? Tout à fait. L'e-réputation d'une entreprise, ça va être vraiment sa réputation en ligne, hein, par définition. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, l'e-réputation, c'est la même chose que la réputation. Hein. C'est qu'aujourd'hui, basiquement, toute l'information et tous les signaux à propos de la réputation d'une entreprise, ça va se passer en ligne. Alors, pas que sur les réseaux sociaux d'ailleurs, parce qu'il y a une partie, comme tu l'as dit, TripAdvisor ou Google. Hein, on va chercher des choses sur Google. Mais il y a vraiment cette idée forte qu'aujourd'hui, tout se passe en ligne et puisse... Et ça va être vraiment les réseaux sociaux aujourd'hui qui drivent la tendance, la hype ou au contraire une phase descendante de la réputation d'une entreprise. Donc, faut vraiment voir la réputation d'une entreprise comme un actif. Et c'est vrai que nous, comment on va aider? Donc, il y a la partie gagnant en autorité, ça va être plus le volet influence. Et je pense que tu as prévu d'en parler après, mais c'est plus faire connaître sa marque ou faire découvrir sa marque sous un autre angle, parce que comme on l'a dit, on bosse quand même avec beaucoup de marques qui sont déjà très connues. Mais c'est vrai que nous, sur le volet réputation, ça va être un peu cette idée de la protéger avant tout. Et c'est là où on va parler des bad buzz sur les réseaux sociaux. Ça peut aller vite. Et en fait, il y a tous les cas. Il y a vraiment les bad buzz qui vont durer 1 ou 2 jours et plus personne n'en parle après. Et finalement, il n'y a pas forcément eu d'impact sur l'image de marque. Par contre, il y a les bad buzz, qui vont vraiment déclencher des véritables crises réputationnelles pour une marque. Nous, on prend souvent l'exemple il y a quelques années de H&M qui avait sorti vraiment une maladresse, hein, qui avait une photo d'un enfant noir qui a un sweat Coolest Monkey in the Jungle, le singe le plus cool de la jungle. Et ça, en fait, c'était en plein Black Lives Matter. Donc, c'est pas du tout passé. Il y a eu littéralement des millions de messages sur les réseaux sociaux. Il y a eu les égéries de la marque qui se sont désolidarisés publiquement. Il y a eu évidemment le cours en bourse qui chute, des magasins vandalisés. Donc, vraiment à la fois sur l'active réputation, des impacts un peu long terme, et puis vraiment des impacts financiers plus court terme. Donc là où on va intervenir sur vraiment ce volet réputationnel, c'est protéger cette active réputation. Enfin, je sais plus de qui l'a dit d'ailleurs, la citation très connue il faut une vie pour construire une réputation et 5 minutes pour la détruire. On est en plein dedans en fait. Et donc VisiBrain, ça va être à la fois être alerté s'il y a quelque chose d'anormal sur les réseaux sociaux qui se dit sur sa marque, c'est « Ah, mais il y a ma marque, elle est associée à tel mot-clé, c'est pas normal », où il y a tout d'un coup une accélération de viralité. Et puis, s'il y a vraiment un sujet, comprendre de suite tout ce qui se passe pour pouvoir, et c'est là où on va rentrer dans la communication de crise, vraiment pouvoir piloter sa communication pour tout simplement limiter les dégâts de l'incendie. Moi, j'aime bien ce parallèle avec l'incendie, c'est qu'en général, évidemment, si tout est en feu, là, on arrive un peu trop tard. Alors, si on arrive à prendre le sujet tôt et puis à bien comprendre où sont les départs de feu, on va pouvoir tous les éteindre. Et VisiBrain, c'est ça. Hein, ça aide à prendre le recul avec la data pour pouvoir contenir l'incendie. Évidemment, ça va toujours, c'est un peu les réseaux sociaux, ça part dans tous les sens. Il y a le pire comme le meilleur, et puis on va toujours avoir des gens, soit des trolls ou soit des activistes ou des gens qui vont chercher à nuire à une marque ou une organisation. Mais en tout cas, grâce à VisiBrain, on peut avoir toutes les datas pour comprendre ce qui se passe et du coup proposer la bonne réaction. Et avec tous vos clients, tous les sujets, les dossiers que tu vois passer, pour toi aujourd'hui, c'est quoi une bonne stratégie de veille d'une entreprise qui souhaite être là aussi en maîtrise de son image de marque? Ouais, tout à fait. La base, ça reste quand même de déjà bien veiller tout ce qui concerne
sa marque et pas que sa marque, mais aussi ses dirigeants, ses produits. Enfin, déjà bien quadriller ce qu'on veille. Et puis en ayant fait le travail, alors à la fois sans logiciel de cartographier tous les risques qui sont liés à ma marque, à mon activité. Il y a chaque marque a évidemment ses thématiques sensibles et ce genre de choses où historiquement on sait qu'il y a eu ça. Et ça le faire évidemment aussi avec le social listening, regarder sur 2 ans de data, c'était quoi finalement qu'est-ce qui fait réagir les internautes, et donc vraiment avoir ce travail de préparation pour que après évidemment VisiMind c'est un logiciel où il y a du paramétrage à faire pour bien paramétrer, bien catégoriser les sujets, etc. Et nous on a mis l'idée de stratégie d'alerting, c'est que du coup il y a vraiment le paramétrage du logiciel, donc c'est vraiment un tableau de bord où on voit ok, ma marque elle a été associée en ce moment elle est plutôt associée au JO ou associée à l'écologie ou ce genre de choses, enfin catégoriser comme ça toutes les conversations autour d'une marque, mais il y a cette idée d'alerting. Et nous, on a, c'est un des points forts de notre plateforme techniquement, d'avoir beaucoup de possibilités de réglage d'alerte, des alertes qui, à la fois en termes de mode de déclenchement, donc soit avoir des algorithmes intelligents qui se déclenchent à une viralité, ou soit des choses très précises. Nous, la plupart de nos clients, parce qu'on les accompagne évidemment aussi on leur conseille sur régler ce type d'alerte, ils vont aussi avoir des alertes sur des journalistes clés ou des médias clés. Enfin, c'est l'exemple, mais s'il y a Mediapart qui sort un article sur vous, faut être au courant. Faut pas attendre qu'il y ait de la viralité. On peut être au courant de suite qu'il y a eu ce nouvel article de Mediapart. Et comme ça, ou avoir des focus sur certaines thématiques. Et donc une stratégie d'alerting à la fois en termes de déclenchement et puis en termes de canaux où sont envoyées les alertes. Il y a aussi cette idée dans la veille, c'est que trop d'alertes, tu l'alertes, trop de veille, tu la veilles. S'il y a trop d'alertes, on les regarde plus. Donc ça sert à rien. Donc il y a vraiment un enjeu à bien prioriser, déjà avoir plusieurs niveaux d'alerting qu'on va pas envoyer forcément sur le même canal. Nous, on a de plus en plus de clients. Alors pour certaines boîtes, c'est Slack, mais pour la plupart des grands comptes, c'est Teams, qui ont des canaux Teams, où il y a des alertes VisiMind qui sont pushées, mais voilà, c'est un peu... on les lit rapidement, voilà, mais ça permet comme ça, d'être alimenté un peu, d'avoir... Sans être connecté sur Twitter, Facebook, Instagram, et avoir tout le flux, mais d'avoir un peu la big picture de ce qui s'est passé autour de la marque sur les réseaux sociaux. Mais en plus de ça, on va avoir également des alertes email, des alertes SMS quand les sujets sont plus graves. Avec comme ça cette idée d'escalade en termes de canaux et de personnes aussi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir certaines alertes qui vont être pour le community manager, pour le social media manager, et d'autres qui peuvent aller sur le head of social media, le directeur de la communication, ou des gens, si c'est plus l'univers des journalistes ou sur des gens de la RP, de la relation presse. Et donc là, il y a un vrai enjeu à bien penser sur quoi on est alerté et à qui on envoie les alertes et à quel moment. Est-ce que ça veut dire que vous êtes capable, en temps réel, de fournir à une entreprise, à une marque, à un produit, à une personne, les assets branding, c'est-à-dire les sujets clés auxquels il est rattaché? Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Ouais. Hyper puissant. Ouais. Hyper puissant. C'est pour ça que tu disais actuellement JO, SNCF, écologie, je dis n'importe quoi. Oui. Vous êtes capable de faire ces liens-là, quoi. Tout à fait. Ouais. Et ok. Et vous êtes capable aussi, par exemple, une marque veut avoir tel asset rattaché à son identité. Vous êtes capable d'orienter grâce à la lecture des réseaux sociaux, etc. Voilà. Ça va être à la limite de notre métier. Nous, on est avant tout un outil de mesure. Donc, on va pouvoir dire, attention, là, vous souhaitez être attaché à plutôt ces sujets, mais aujourd'hui, les internautes, ils vous associent pas du tout à ces sujets sur les réseaux sociaux. Et là, par contre, et finalement, c'est nous ce qu'on appelle l'usage plutôt influence. On va pouvoir dire, mais c'est pas grave, allez voir ce qui se fait, soit des bonnes pratiques d'autres marques qui sont peut-être pas du tout des concurrents d'autres secteurs, ou tout simplement VisiMind, ça fonctionne par mots-clés, je l'ai pas précisé, mais mettre des mots-clés sur justement les sujets sur lesquels vous voulez être positionné, et là comprendre le terrain existant sur les réseaux sociaux. Toujours cette idée un peu d'écouter avant de prendre la parole et dire, mais en fait, je me rends compte que moi, je voulais parler de telle thématique et je pensais qu'il fallait dire ces mots-clés-là, mais en fait, ces mots-là ou ce hashtag-là ou ces thématiques-là. Mais en fait, non, les internautes aujourd'hui, c'est plutôt sur TikTok que ça se passe. Je pensais que ça serait sur Instagram, mais en fait, c'est sur TikTok. Et ils utilisent ce hashtag-là et ce son-là, et aussi repérer des gens qui sont déjà des influenceurs. C'est là où on va empiéter, enfin en tout cas déborder sur le
le marketing d'influence, c'est vrai qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a ce qui se passe, et il y a tout cet écosystème de créateurs de contenu, et en général, ils ont déjà une place, et aujourd'hui, 90% des marques vont faire appel pour justement pour soit se faire connaître ou soit être associées à une thématique. Elles vont faire appel à du marketing d'influence, à des partenariats influenceurs. Et encore une fois, avoir cette data du social listening, ça permet de pas partir n'importe où, de vraiment savoir, OK, c'est ça l'existant, et finalement d'affiner une stratégie de marketing d'influence. Très clair. Sur votre site internet, vous avez une étude de cas avec votre client Blackbone Consulting. En gros, l'étude de cas parle de votre capacité à détecter des signaux faibles chrysogènes pour protéger la réputation des clients de Blackbone Consulting. Et l'idée, c'est de transformer ces risques-là en opportunités stratégiques. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment vous aider à le faire ? Comment on transforme ces risques-là, qui ne sont pas forcément avérés, mais qui sont potentiellement sous-jacents, comment on les transforme en opportunités ? Ça, il faudrait demander à Backbone pour c'est eux vraiment qui ont l'expertise de communicants, parce que ça va être ça, hein, ça va être le comment dire tout le métier et toute l'intelligence du communicant, ça va être justement de voir un peu, d'avoir cette intuition là et de dire OK, ça part comme un risque, mais peut-être que je peux le retourner comme ça, et là c'est vrai que en toute humilité ça sort moi de mon périmètre. Et comment vous faites le lien pour eux avec l'outil. Tout à fait. Et en fait, là, on a la chance, alors je sais pas si tu as vu, d'apparaître dans une série Canal+, La Fièvre. La Fièvre, ouais, tout à fait. Et c'est vrai que ça illustre bien ce métier-là, c'est que VisiBrain, ça va encore une fois vous aider à mesurer et à voir les signaux faibles qui apparaissent. Encore une fois, dans La Fièvre, évidemment, c'est très visuel, mais concrètement, chez Backbone Consulting, ça va être un analyste de chez eux qui va prendre VisiBrain et qui va regarder, OK, sur une marque là, qui va fouiller un peu au-delà du top tweet, top post, qui va aller un peu voir dans des, creuser un peu dans les données pour voir des choses, ce qu'on appelle, nous, les signaux faibles. Et après, là, c'est vrai que c'est que VisiBrain va donner toute une série d'indicateurs. C'est simple, hein, c'est combien, qui, quoi, où, c'est sur quels réseaux sociaux, dans quel pays si on parle d'une marque internationale, et par exemple ça va être OK, il y a ce signal faible là, mais c'est telle communauté plutôt qui l'utilise, et encore une fois c'est avec ce genre d'indicateur que le communicant lui va prendre une décision et va dire mais en fait peut-être que cette communauté je peux la mobiliser, ou je peux lui parler autrement pour que peut-être qu'il y a une mécompréhension, ou au contraire dire le choix, non, là par contre il faut pas que je communique parce que ça va au contraire mettre de l'huile sur le feu. Mais c'est vrai que là après c'est plus l'expertise du communicant, de nos clients du coup. Alors tu viens de parler de la série La Fièvre. J'avais prévu d'en parler, donc du coup j'embraye sur le sujet. Donc c'est assez incroyable, je trouve, comme histoire à raconter pour la marque VisiBrain, du coup, donc pour votre réputation à vous. Donc Canal+ a déployé une série, ça s'appelle La Fièvre. Rapidement, le scénario, il y a une tempête médiatique qui se déclenche dans le milieu du foot français. Il y a une communicante de talent qui intervient et qui va tenter d'orienter l'opinion publique par rapport à ce bad buzz, tout simplement. Et puis on voit un petit peu tout l'aspect puissance des réseaux sociaux qui peuvent défigurer un paysage sociétal et inviter à la culture du clash. Donc ça, c'est le synopsis. C'est quoi le rapport avec VisiBrain ? En quoi vous avez contribué à cette série à votre niveau ? Et puis, qu'est-ce que ça vous a apporté pour vous et votre entreprise ? Donc effectivement, VisiBrain dans la série, en fait, c'est l'outil utilisé par justement l'agence de communication qui s'appelle Keros, mais voilà, c'est typiquement comme ça que nos clients agences utilisent VisiBrain. Nous, ce qui s'est passé en fait, c'est que c'est mon associé Nicolas qui a rencontré le réalisateur et le scénariste qui eux avaient dans la série, ils avaient donc il y a une interview du scénariste Eric Benzekri sur notre site qui explique ça beaucoup mieux que moi, mais donc c'était à peu près 2 ans avant la sortie de la série. Eux, ils voulaient faire une série sur ces thématiques, notamment sur l'impact des réseaux sociaux dans les enjeux de société. Et ils avaient en tête cette idée d'avoir un hublot. Ils appelaient ça le hublot, une salle où il y a plein d'écrans et où on voit justement ce qui passe sur les réseaux sociaux pour
encore une fois, pour que ça soit aussi visuel, mais que les réseaux sociaux finalement prennent part dans l'histoire en tant que personnage et voilà que finalement les acteurs en chair et en os puissent aussi avoir cette interaction avec les réseaux sociaux et ça ils avaient en tête, ils avaient matérialisé ce hublot et en fait c'est qu'ils ont dans leur contexte ils ont dit mais c'est finalement c'est la Crisis Room ou la Social Media Room de la SNCF, ça ressemble à ça. Et il se trouve que nous, on travaille avec la SNCF depuis longtemps, effectivement, dans la Social Room de la SNCF. Donc, il y a des écrans où il y a des chaînes d'infos continues. Et puis, il y a une partie Insight, Analytics, analyse des réseaux sociaux, qui est du coup fournie par VisiBrain, où il y a ces courbes, etc. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'ils sont venus nous rencontrer. Donc, ils ont vraiment creusé comment ils sont allés assez loin dans le détail, à la fois l'aspect VisiBrain, hein, vraiment la plateforme de social listening, mais quel type d'indicateur vous remontez, ça ressemble à quoi concrètement, etc. Et puis du coup, on les a mis en relation avec quelques-uns de nos clients, notamment des agences de communication, pour les aider justement à se documenter et que la série s'appuie sur des choses qui existent vraiment, sur comment une agence de communication se base sur des données des réseaux sociaux. Et on voit par exemple la communicante à un moment, sans spoiler, mais elle dit mais là en fait c'est finalement là elle voit la courbe monte et puis je vois qu'il y a telle influenceuse et les likes qui montent en flèche, donc là vite je m'alarme. Et inversement, je vois qu'en fait il y a une courbe plate. Enfin, je vais pas m'alarmer alors finalement c'est pas en train de décoller sur les réseaux sociaux. Et la série pose un sujet aussi intéressant de tout ce qui est fake. Parce que ça c'est aussi un intérêt de VisiBrain, parce qu'évidemment sur les réseaux sociaux tout le monde est au courant qu'il y a des faux comptes, qu'il peut y avoir aussi de la manipulation d'informations avec des faux likes ou avec des hashtags montés un peu en épingle, mais par finalement un groupe de gens qui va se coordonner, ce genre de choses. Et un outil comme VisiBrain, il va encore une fois permettre, c'est pas une baguette magique, il va pas vous dire exactement ce qui se passe, mais il va vous permettre d'avoir les outils pour décortiquer un peu ce qui se passe derrière justement un volume. Donc alors évidemment dans la série c'est beaucoup, voilà, on voit les courbes parce que c'est visuel et puis il y a cette idée de fièvre et de température, mais en pratique, c'est vrai que nos clients, ils vont avoir VisiBrain, ils vont avoir l'indicateur de volume et ce que je disais, en fait, le quoi, le qui, le combien, et puis avoir, comme ça, pouvoir décortiquer un peu ce qui se passe, ce qu'il y a derrière un trending topic. Donc on mettra le lien de l'interview que Nicolas a réalisé ouais. Dans les commentaires. Et puis voilà, je recommande la série La Fièvre, je recommande Canal+ aussi plus globalement. Et merci pour ça. Sur ce que ça vous a apporté à VisiBrain, donc j'ai bien compris que ça vous a permis de mettre en valeur votre réseau avec des mises en relation avec des agences partenaires avec lesquelles vous travaillez. Est-ce qu'il y a eu d'autres impacts sur le business, l'activité par exemple? Oui, c'est vrai que c'est tout récent, hein, mais c'est vrai que c'est donc c'est enfin en tout cas d'ailleurs c'est l'occasion pour remercier l'équipe de la FEF. C'est vrai que du coup nous on leur a ça a été on leur a finalement montré beaucoup de choses il y a 2 ans et puis là ils nous ont effectivement mis en avant, ils ont mis le logo et on le voit à plusieurs moments dans les différents épisodes et ça c'est vrai qu'évidemment nos clients l'ont vu, l'ont repéré et mais évidemment nos prospects aussi. C'est là où c'est intéressant, voilà. C'est que si on connaît pas l'écosystème du social listening, la communication de crise, je suis pas sûr qu'on repère le logo de VisiBrain. Enfin, on a eu pas mal de messages de nos amis qui ont dit j'ai vu VisiBrain dans la série, mais par contre, c'est vrai que évidemment, c'est une série sur la communication de crise. Donc nous, évidemment, tous les gens dans l'écosystème de la communication de crise ont vu cette série. Et voilà, et ont vu du coup que c'était VisiBrain utilisé. Donc en termes de crédibilité, c'est un gros boost. Et clairement, nous, il y a clairement concrètement des prospects qui du coup ont dit qui sont revenus spontanément vers nous parce que du coup, j'aimerais bien retester VisiBrain. Et on est totalement dans la preuve sociale, exactement. Donc un placement de produit finalement pour un logiciel. Donc, excellent. Tout à fait. Ouais. Excellent. On a parlé de la réputation pour introduire. Si on creuse un petit peu l'aspect communication de crise, donc tu l'as indiqué, les bad buzz peuvent arriver. Ils peuvent avoir plusieurs formes. Tu as pris l'exemple du bad buzz réputationnel. Il peut y avoir le bad buzz de la controverse qui déclenche une polémique. On peut penser il y a quelque temps au slip français, tout à fait, il y avait eu une petite pétouille, on va dire. On peut parler de l'anti-changement aussi, où par exemple, suite à un rebranding ou un lancement d'offres, il y a sa clientèle qui va refuser ce changement-là, etc.
On pourrait parler du militantisme, on peut penser par exemple à Total Energy, etc. Ou par opposition à certaines pratiques menées, il peut y avoir des faits qui se passent. Bref, comment vous arrivez à traduire cette diversité de bad buzz avec VisiBrain et comment vous contribuez, vous aidez à l'identifier pour pouvoir le résorber ou l'anticiper? Et d'ailleurs, dans les titres de bad buzz, il y a souvent aussi les erreurs de communication de la marque. Là, je pense parce qu'il y en a un récent, Apple, hein, c'est quand même c'est pas les plus mauvais en communication, mais ils ont fait pour leur nouvel iPad, ils ont eu, je sais pas si tu as vu passer, c'était une campagne de com où c'est une compresseuse comme ça qui écrase les instruments. Et ça fait un méga bad buzz. Enfin, ils sont excusés après derrière, donc ça peut arriver à tout le monde. Ça a fait un bad buzz par rapport au gâchis peut-être. Ouais, et puis non, et surtout l'idée derrière que tous les outils artistiques étaient remplacés par un iPad en fait. Il y a eu plusieurs lectures, mais oui. Et oui, donc des fois les bad buzz, ça vient juste d'une communication ratée. Et la difficulté, c'est que sur les réseaux sociaux, c'est les internautes, c'est des milliards hein, littéralement de perdus qui vont repérer le moindre détail et le bad buzz, on ne sait pas trop d'où il va venir. Donc VisiBrain, et là ça rejoint un peu ce que je disais sur la stratégie d'alerting, c'est qu'il va avoir un premier volet d'identifier les risques auxquels on s'attend. Et du coup là, vous avoir des réglages. Et là, ça dépend vraiment de chaque entreprise, mais d'avoir des réglages où on sait que ça, c'est un sujet à risque. Donc, on met en place une alerte et une veille ou un sous-sujet de veille spécifique sur cette thématique sensible. Et par contre, après, c'est vrai que ça va être vraiment plus sur des histoires de viralité ou d'audience. Voilà, de se dire, dès que ça passe, dès qu'il y a un influenceur qui a plus de 100 000, ça va être en nombre de followers, hein, dire dès que ça atteint ce genre de sphère, on va être au courant. Mais c'est vrai que je refais aussi écho à ta question de comment on transforme un CLFM en opportunité. C'est vrai que ça va être aussi les limites de l'outil. Moi, je dis vraiment, enfin, VisiBrain, c'est avant tout un outil, mais la valeur, elle devient présente quand on a un humain derrière qui sait bien l'exploiter, aussi bien en termes de paramétrage qu'en termes d'interprétation des données, et puis après, évidemment, en termes de décisions et d'actions qui sont faites derrière. Et justement, sur les actions qui sont faites derrière, qu'est-ce que tu as pu voir de méthodes anti-bad buzz? Ouais. Ça y est, on est dans la sauce là. Allez, on se retrousse les manches et on va résorber ça, on va rendre des comptes. Qu'est-ce que tu as pu... Alors, il y a vraiment... c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de choses qui existent. Le plus évident, c'est déjà résoudre le problème si les internautes ils disent il y a un bug sur ce site ou il y a quelque chose, tout simplement le corriger le plus vite possible et communiquer sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas forcément ça la bonne décision. Il y a aussi tout ce qui va pouvoir se passer offline. C'est-à-dire offline ou ça peut être, alors nous c'est un cas, il y a beaucoup de nos clients marques qui utilisent ça, c'est d'avoir une alerte dès qu'il y a un influenceur qui se plaint de la marque, je sais pas, par exemple d'un colis non livré, etc. Ça peut se régler en DM avec l'influenceur et ça va compléter parce qu'ils ont évidemment des équipes relations clients qui interagissent avec les réseaux sociaux, mais la com va prendre le relais quand c'est justement un influenceur pour désamorcer, éviter que l'influenceur refasse un tweet et rajoute une couche. Et en général, on a beaucoup de débuts de bad buzz qui sont désamorcés comme ça. Donc ça, c'est un peu le but de la satisfaction client. On a une insatisfaction avérée. On va être jugé sur notre capacité à intervenir rapidement pour apporter une solution. Donc là, c'est exactement ce que tu viens de décrire. Et à ce moment-là, l'influenceur, que ce soit un influenceur d'ailleurs ou quelque chose de viral. Enfin, dans tous les cas. Et c'est ça qui est intéressant. Enfin, nous, on voit de plus en plus, il y a l'équipe de relations clients, mais quand ça devient un sujet, quand ça devient viral ou en tout cas quand il y a un signal faible sur les réseaux sociaux publics, ça devient un sujet finalement de communication et de réputation de la marque. Ça peut être des choses qui se passent en offline. Des fois, c'est vrai que des fois on voit qu'il y a ça peut être tout simplement des choses qui vont être invisibles pour le grand public, mais des changements profonds
dans l'entreprise, dire ok, on a vu ça c'est pas passé, donc on va changer ça. Donc ça va pas résoudre le bad buzz dans l'immédiat, mais ça c'est préventif, disons. Et ça peut être aussi beaucoup tout ce qui va être les relations avec les journalistes. C'est-à-dire que même si on parle beaucoup des réseaux sociaux, mais la presse traditionnelle et les journalistes ont un vrai impact sur les réseaux sociaux, une vraie crédibilité. Et des fois, typiquement, dans le cas d'une fake news, c'est pas rare que les internautes soit involontairement ou soit volontairement, mais ce monde-là bourriche sur quelque chose de totalement faux. Ben, là, finalement, peut-être que la meilleure réaction, c'est de contacter un journaliste qui a déjà une audience et qui va pouvoir apporter un peu de fact-checking et répondre à ça, et au moins apporter le correctif. Donc voilà, ça peut être la marque qui communique elle-même, la marque qui change des pratiques, la marque qui change sa communication plus ou moins en live. Ça peut être des choses qui se passent plus offline. Il y a vraiment un peu de tout. Évidemment, voilà, après c'est chaque entreprise a ses propres réactions et aussi il y a tout ce qu'on peut pas dire, quoi. Tout ce qui est confidentiel, évidemment. Tu parles beaucoup de fake news. C'est vrai que c'est un peu le mal de l'époque. Vous pourriez imaginer, notamment grâce à l'intelligence artificielle, de vous positionner aussi comme un curseur. Cette information est vraie, fausse à tel pourcentage pour donner des indications de lecture complémentaires aux personnes qui suivent les réseaux sociaux et qui les consomment. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être réaliste, envisageable ou c'est une très bonne question, un très bon questionnement et une question à laquelle on réfléchit encore, pour être honnête. Nous, vous savez qu'on a toujours eu la posture de se dire déjà de pas vouloir se positionner parce que c'est tellement compliqué de dire qu'est-ce qui est vrai ou faux, mais surtout de dire en fait que c'est vrai ou faux. Enfin, nous on mesure un impact en termes d'image de marque ou en termes de viralité. Et donc finalement que ce soit une fake news ou pas, si c'est ce dont tout le monde discute et toutes les communautés, c'est pas il faut que vous soyez au courant. Ceci étant dit, c'est vrai qu'il y a l'intelligence artificielle générative qui arrive et qui est, c'est vrai, en termes, c'est une technologie quand même assez impressionnante et nous on est en train de réfléchir comment bien intégrer ça dans VisiBrain. Donc il y a soit peut-être aider plus à repérer peut-être des signaux faibles ou en tout cas des débuts de fake news ou alors il y a des choses qui existent qu'on regarde aussi j'ai oublié les noms, mais des entreprises qui vont plus catégoriser les émetteurs, les sources, dire ça c'est une source plus ou moins fiable. Avant, sur Twitter, on avait les comptes certifiés qui finalement, tout n'est pas convenu. Maintenant, voilà, ça a été changé depuis l'arrivée d'Elon Musk, mais peut-être une approche plus par finalement, finalement partir des sources un peu l'information à l'ancienne, mais que d'avoir des bases de données ok, ça c'est avoir finalement du contexte à défaut de dire lui il dit des fake news et lui il dit la vérité. Non, parce que ça c'est trop compliqué, mais au moins bien contextualiser chaque émetteur et du coup avec effectivement cet avantage du logiciel qui va donner de suite des grandes masses, quoi. Dire ok, en fait ça c'est un sujet, on voit que c'est traité que par des influenceurs douteux, disons, et donc là de suite se dire c'est peut-être plus une fake news. Donc c'est assez exploratoire encore aujourd'hui. C'est délicat à la fois, comme je te disais, parce que fake news ou pas, ce qui compte c'est quand même est-ce que ça impacte la réputation de la marque, et aussi parce qu'évidemment c'est un sujet très très subjectif, enfin en tout cas avec une part de subjectivité et de politique. Donc mais en tout cas on réfléchit là-dessus pour donner de plus en plus d'outils à nos utilisateurs, encore une fois pour gagner du temps. Nous c'est ça qu'on offre avant tout. Et là, on parle beaucoup du verre à moitié vide avec l'aspect bad buzz, mais est-ce qu'on peut imaginer aussi, grâce à VisiBrain, vos méthodes, vos analyses, identifier une méthode justement pour conditionner un bon buzz aussi, prendre le cheminement complètement inverse, quelque chose qui peut être réaliste ou utopique? Non, mais c'est vrai que nous, pendant très longtemps, l'usage principal, c'était quand même l'aspect protection, mais de plus en plus on a des clients qui utilisent VisiBrain vraiment pour de l'opportunité. Donc c'est trouver la bonne tendance, trouver la petite pépite d'or, la tendance montante ou l'influenceur montant pour faire parler de sa marque, et avec cette idée aussi qu'on peut avoir, alors sans du tout prétendre remplacer des instituts de sondage, etc., mais d'avoir un peu quand même une température de l'insight consommateur, et l'avantage c'est en temps réel. Donc typiquement je lance un nouveau produit, je lance une nouvelle campagne, je vois de suite
suite comment les internautes réagir, mais en fait ils préfèrent tous la couleur verte de ce produit, du coup je vais appuyer ma com là-dessus. Donc oui, bien sûr, il y a cet usage plus opportunité qui existe. Et qui est de plus en plus développé. Ça rejoint aussi ce que je te disais tout à l'heure sur tout ce qui est marketing d'influence. Aujourd'hui, il y a un vrai enjeu à trouver les bons partenaires influenceurs. On a vu aussi toutes les polémiques, influx voleurs, etc., etc. C'est l'avantage d'un outil comme VisiMind. Il va pouvoir aujourd'hui, le marketing d'influence, c'est vrai que c'est beaucoup des bases de données d'influenceurs mais il faut que l'influenceur soit dans cette base de données. Avec un outil de social listening comme VisiMind, vous allez vraiment partir de la data et regarder potentiellement sur votre problématique ultra spécifique, concrètement qui s'exprime dessus. Et ça va pas être forcément des influenceurs pas la caricature qu'on a en tête, ça va être peut-être l'expert qui a finalement 800 followers, mais qui a une vraie crédibilité sur le sujet, etc. Et ça, on va pouvoir le repérer avec VisiBrain. Ça va être un peu l'idée de l'aiguille dans la botte de foin. À la main, ça va être impossible. Par contre, là, avec les filtres de VisiBrain, et puis en mettant des mots-clés un peu spécifiques, on va pouvoir comme ça vraiment faire un entonnoir et se dire, ah mais ok, là j'ai trois personnes, je peux vraiment avoir une stratégie de fond. Et ça, finalement, on a une success story assez intéressante justement avec Bouygues Télécom. C'était à l'époque, quand ils venaient d'être clients, comme je dis, ils étaient précurseurs. On parlait pas de micro-influenceurs à l'époque, mais ils avaient utilisé VisiBrain pour ça, pour avoir des micro-influenceurs locaux dans plusieurs villes. Ils voulaient assister sur leur couverture 4G. À l'époque, c'était la 4G nationale, et ils avaient trouvé des influenceurs tech comme ça qui parlaient de tech à Marseille, qui parlaient de tech à Nice et qui avaient moins de 5000 followers. Et ça avait été un super succès pour justement faire parler d'un avantage de la marque. Trouver des ambassadeurs locaux Exactement. en partant de la micro-influence. Comme tu viens de le dire, on vit vraiment dans un monde d'influence. Quelques statistiques comme ça à la volée. 87% des acheteurs ont été conquis par un influenceur avant d'acheter un produit aujourd'hui. 82% des consommateurs suivent les conseils d'au moins un micro-influenceur. Et aujourd'hui, les macro-influenceurs symbolisent 43% des dépenses annuelles de marketing pour les budgets d'influence de marque. Ces statistiques sont issues d'un rapport de HubSpot de janvier 2023. C'était un peu plus d'un an, mais ça montre vraiment la puissance du phénomène. Donc, qui dit influenceur dit pour une entreprise maîtrise de son image de marque quand elle parle de nous, élargissement de sa communauté à soi et développement de ses revenus en bout de ligne aussi. Donc, chez VisiBrain, vous utilisez le terme de nœud d'influence par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit et comment une marque peut utiliser ces nœuds-là pour le transformer en atout pour elle? Alors, je pense que tu parles nous, on a une fonctionnalité. Alors, on peut connecter VisiBrain à un logiciel qui s'appelle Gephi, c'est un logiciel open source et qui va permettre d'avoir des représentations très visuelles. On appelle ça des cartographies d'influenceurs. Mais il y a cette idée, c'est que on va prendre toutes les conversations autour d'une thématique et on va représenter comme ça des clusters de communautés. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'évidemment, voir, par exemple, là, j'ai une communauté plutôt gaming qui va parler on parle des JO. J'ai telle thématique des JO. On va voir, il y a eux, en fait, ils se retweetent ou ils se repostent entre eux, etc. C'est plutôt des gamers, eux, c'est plutôt des politiques, etc. Voilà, on va pouvoir, comme ça, repérer des communautés. Et puis, on va pouvoir voir justement ces nœuds d'influence avec deux axes, deux angles. Le premier, ça va être plus ceux qui, concrètement, en pratique, quand ils postent, sont le plus relayés. Donc, un peu une autre mesure de l'influence qui est pas sur la mesure d'audience, mais vraiment sur une information est reprise ou pas. Et ce qui va être très intéressant aussi, c'est de regarder ceux qui sont des ponts entre les communautés. Et ça, c'est des gens en général qui sont pas forcément à grosse audience, mais on se rend compte que entre telle communauté et quelle communauté, il y a aussi ces comptes-là qui vont être finalement un peu des passerelles. Et avec cette idée qu'une marque qui se dit, ah, moi, je veux faire parler de moi au plus grand nombre ou aborder cette thématique-là. En fait, moi, j'ai déjà une crédibilité dans l'univers du jeu vidéo. Je veux toucher la sphère, je sais pas, du do it yourself. Je dis, et en fait, il y a ces 2-3 personnes-là. Elles sont entre les deux mondes, et peut-être que c'est ça mes nouveaux, c'est eux qu'il faut que je contacte en termes de partenaires. Donc, identifier des convergences de communautés pour pouvoir immiscer son message, sa marque. Exactement. Ok. Tu le disais un peu plus tôt en introduction, il y a de nombreux réseaux sociaux aujourd'hui, notamment il y a LinkedIn
que vous avez intégré à VisiBrain aujourd'hui. Donc en B2B, c'est un incontournable. Comment vous pouvez aider à faire rayonner une marque ou donner les éléments de lecture du social listening sur LinkedIn aujourd'hui avec VisiBrain? Oui, parce que LinkedIn, c'est vrai que c'est un incontournable en B2B, mais finalement, il y a un peu cette idée que le B2B et même le B2C, les frontières se deviennent de plus en plus floues. On commence à avoir le terme d'influenceur LinkedIn qui apparaît, ou l'influenceur B2B, et on commence aussi à avoir sur LinkedIn des conversations pas que professionnelles sur tous les sujets. Et c'est là où ça va être important pour une marque de veiller LinkedIn, à la fois toujours ce pilier réputationnel. On a eu en France le premier cas de bad buzz il y a pas longtemps avec la marque Lydia. Qui a été épinglé pour une offre de stage maladroite, et en fait c'est le compte Balance ta startup qui existait sur Instagram mais qui s'est mis sur LinkedIn, et du coup avec un post LinkedIn qui a généré des milliers de réactions, et du coup vraiment une viralité sur LinkedIn qui touche la réputation de la marque. Et puis la réputation de la marque, ça va être aussi la réputation de la marque employeur, où là il y a encore une fois c'est un vrai enjeu aujourd'hui pour les marques. Donc LinkedIn, tout ce volet réputation, on voit que ça devient un enjeu sur LinkedIn, et pas que pour le B2B, ce que disait vraiment cette frontière-là qui devient un peu plus floue. Et puis dans les sujets de conversation, aussi des thématiques, on voit que LinkedIn maintenant, les gens ils postent pas du tout que des sujets très pro-corpo. Experts, etc. Exactement. Il y a des prises de parole d'ordre sociétal. Exactement, t'as tout compris. On va parler d'écologie sur LinkedIn, on va parler de sujets politiques sur LinkedIn de plus en plus. Il y a finalement et je pense que ça illustre bien cette idée que la frontière entre sur les réseaux sociaux entre le pro et perso, c'est vrai que c'est dans tous les cas les gens aujourd'hui, les consommateurs, ils sont aussi sur LinkedIn en fait. Et donc il y a un vrai enjeu à la fois protéger sa marque, à la fois prendre des positions et avoir du contenu de plus en plus large et pertinent sur LinkedIn, une stratégie de contenu et de communication sur LinkedIn. Et puis oui, il y a aussi ce sujet quand même que depuis que Elon Musk a racheté Twitter, il y a beaucoup de controverses, et on voit que il y a certains journalistes qui commencent à poster plutôt sur LinkedIn que sur Twitter. Alors, enfin, moi, je suis pas du tout de ceux qui pensent que Twitter ou X est fini, au contraire, mais plus, moi, ma lecture, c'est plus qu'on voit que peut-être qu'il y a encore quelques années, les usages, ils étaient bien délimités. On a Instagram pour le beau, les photos. On a X pour le temps réel et la polémique. On a LinkedIn pour le pro, et on a TikTok pour les vidéos courtes. Et en fait, tout est en train de se mélanger. D'ailleurs, les formats, ils évoluent aussi. Twitter X se met à la vidéo, TikTok se met aux photos. Enfin, et puis Meta, du coup, à Threads, se met aussi au texte. Donc Instagram. La bataille à la rétention utilisateur sur ces plateformes. C'est ça, et les formats se mélangent et les usages se mélangent. Et donc, pour revenir vraiment à ton propos initial, donc aujourd'hui, LinkedIn, en fait, c'est une plateforme social média qui compte de manière finalement assez générale. Et justement, par rapport à l'image de marque des dirigeants, le personal branding des dirigeants, qu'est-ce que tu commences à voir émerger à travers VisiBrain comme bonne pratique, comme méthode d'analyse et comme déploiement d'action par la suite? Alors, nous, c'est encore très récent, hein. On a sorti ça, j'ai pas encore de recul sur finalement... je saurais pas te dire les bonnes pratiques, désolé, sur les 3 bonnes pratiques de personal branding dirigeant, mais c'est vrai que on voit qu'il y a énormément de demandes pour ça, à la fois pour, encore une fois, mesurer la réputation de la marque du dirigeant, et effectivement s'inspirer. Regardez, ok, je suis le CEO de telle boîte du CAC 40, ben je vais veiller avec VisiBrain, ce qu'on appelle des panels. On va regarder un peu avoir une vue d'ensemble de ce que posent les autres dirigeants, soit le PDG, mais ça peut être n'importe quel membre du CONEX du CAC 40. Et puis je vais regarder comme ça quels sont leurs postes qui performent le mieux, m'inspirer de ça, et regarder aussi sur quel sujet ils prennent la parole. Avec un peu cette idée, si je vois que voilà, je suis DRH, et je vois que tous mes confrères DRH, ils ont pris ou ils commencent à prendre la parole sur telle typologie de sujet, c'est-à-dire que moi-même, et c'est comme ça qu'on va aider finalement à la prise de parole, c'est avec vraiment cette idée d'inspiration, et encore une fois de rationaliser un peu par la data, pas être juste sur l'instruction. Et moi, avec mon fil LinkedIn, j'ai vu que
que ça, mais avoir vraiment une data globale qui vient appuyer, se dire, ah oui, non, mais effectivement, là, ce mois-ci, il y avait 60% des postes de mon panel d'homologues RH qui ont parlé de ce sujet-là, de Vivatech. Donc, en fait, même si moi, je suis pas dans la tech, mais s'il faut que je parle de Vivatech, par exemple. Et est-ce que avec les statistiques que vous avez à ce jour, tu vois une accélération des prises de parole des dirigeants sur LinkedIn? Ah oui, tout à fait. Ou est-ce que c'est flat? Tout à fait. Non, okay. Donc il y a vraiment une tendance à incarner sa marque, exactement, prendre la parole, clairement, et on est de plus en plus délibérément en action sur la plateforme. Ok. Super intéressant. Et donc on a parlé beaucoup d'analytics. Pour toi, en social listening, si tu devais nous donner la checklist des statistiques à suivre par rapport à ça, tu nous conseillerais quoi? Ouais, nous, on a notre grille. Alors évidemment, Visible n'apporte pas d'indicateur, mais si on résume, on aime bien parler de 6 critères. Le volume, ça reste la base. La sémantique, qu'est-ce qui est dit, quel thème. Les communautés, / les influenceurs. La dimension internationale, d'un buzz ou non. Et la présence ou pas de médias traditionnels, du journaliste, etc. Et j'en ai oublié un, je sais pas parce que j'en ai 5 là, mais en tout cas c'est ça qu'on regarde et j'insiste sur vraiment est-ce qu'il y a une dimension internationale ou pas, c'est souvent on oublie finalement presque de le regarder, mais c'est important pour bien diagnostiquer ce qui se passe sur un sujet et la présence des médias traditionnels. C'est ça, pareil, en un clic, on peut voir de suite avec VisiMind, ok, est-ce qu'il y a des journaux, est-ce qu'il y a des journalistes, et ça, c'est super important pour lire un sujet. Et si on parle de vision chez VisiBrain, c'est quoi vos chantiers prioritaires à venir? On a parlé de l'IA, par exemple. J'imagine qu'il y en a d'autres. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Nous, c'est vrai que en termes de développement produit, les deux axes, c'est plus de sources, plus d'insights. C'est-à-dire qu'il y a un vrai enjeu sur le social listening aussi, c'est quand même la matière première, c'est sur quel réseau on observe les datas. Donc, il y a à la fois développer des technologies pour veiller les réseaux sociaux qui existent déjà. LinkedIn est vraiment le bon exemple. Hein. C'est vraiment quelque chose qui était dans l'angle mort aujourd'hui sur social listening, et maintenant avec VisiBrain, on peut aussi avoir cette couverture-là. Donc, et c'était un peu le cas pour TikTok aussi il y a quelques années. On a essayé d'être vraiment très agile technologiquement pour proposer de veiller TikTok, et aujourd'hui, on voit qu'on a bien fait parce que TikTok, ça a explosé en 2020-2021, mais ça continue d'exploser et d'être un vrai sujet. Donc plus de sources. Les sources actuelles, aujourd'hui, on travaille, par exemple, j'espère que ça sera sorti au moment où, puis le podcast, on nous demande de plus en plus Telegram, par exemple. Oui, ok, d'accord. Ouais. Parce que il y a des gens qui s'informent sur Telegram, et c'est un vrai sujet. Et dans les sources existantes aujourd'hui, et puis devant ça un peu les usages de demain. Vous savez, les réseaux sociaux, ça évolue très vite. C'est aussi pour ça qu'on s'est positionné sur Threads. Aujourd'hui, c'est encore relativement marginal, que ce soit dans le monde ou en France. Enfin, en tout cas en France, dans le monde, voilà, c'est une app qui est quand même beaucoup téléchargée, mais en termes de data, il n'y a pas encore énormément de choses. Mais dans 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être que les tendances se jouent aussi sur Threads. Et donc ça, nous, il y a vraiment cet axe-là d'être le plus pertinent sur les sources. Et ensuite, c'est plus d'insights. Là, finalement, on a évoqué les deux sujets. Finalement, il y a vraiment l'intégration de l'intelligence artificielle générative. Nous, on est en plein dedans là-dessus. C'est encore un peu tôt pour savoir concrètement, mais il y a vraiment cette idée que c'est l'enjeu que je disais au départ. C'est des milliards de postes. Alors sur une marque, potentiellement des milliers, et on va avoir sur 1 mois. Même si aujourd'hui VisiMind on a quand même beaucoup d'indicateurs sur les thématiques clés ou le top post, hein, ça reste super important d'avoir les posts les plus qui génèrent le plus d'engagement sur un sujet, mais l'IA générative va vraiment permettre d'aller plus loin et de faire gagner du temps sur un résumé, et ce que peut-être fait aujourd'hui un analyse, dire en fait les 5 points clés à retenir, c'était ça peut-être que l'intelligence artificielle va le faire, elle va le faire d'elle-même. Et ce qui est bien, c'est que ça à la fois va faire gagner du temps à nos utilisateurs qui eux vont avoir du temps pour plus aller dans l'interprétation et puis la recommandation, quelle action je fais derrière exactement.
Et ça va peut-être permettre de faire aussi plus de choses avec le social listening. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a, et d'ailleurs, tu vois, même naturellement dans la conversation, on a beaucoup parlé de la marque, et éventuellement de son écosystème. Mais finalement, si j'ai l'IA qui me fait gagner énormément de temps, peut-être que je vais pouvoir, toute la veille que je faisais sur ma marque, je vais pouvoir la faire sur tous mes concurrents. Parce que justement, je vais avoir l'IA qui me donne sur le moins les 3 points clés à retenir sur ma marque. Ce qui aujourd'hui prend quand même, c'est du temps, comme je dis, du temps de paramétrage et puis du temps de fouiller dans les données, de bidouiller, de plonger ses mains dans VisiBrain et puis d'interpréter. Donc là, un gain de temps par l'IA. Et l'autre enjeu technologique sur le plus d'insights, c'est effectivement sur tout ce qui est fake, avoir des indicateurs, trouver les bons indicateurs. Encore une fois, aujourd'hui, on n'a pas de réponse, mais trouver les bons indicateurs qui sont quand même transparents. Enfin, on sait comment ils ont été calculés, etc., mais qui permettent de suite de dégrossir. Ok, là, a priori, il y a de l'artificiel. Oui, et là, non. Ok. Et toi, à titre personnel et professionnel, tu utilises quoi comme réseaux sociaux? Moi, j'utilise Twitter et LinkedIn, pour faire simple. Moi, c'est vrai que Twitter, donc X, j'ai un peu du mal encore à m'habituer à X. Moi, j'y suis depuis très longtemps, hein. Du coup, sur Twitter, c'est vrai que c'est un réseau que j'aime beaucoup, à la fois par rapport à vraiment sa réactivité à tous les événements, le temps réel. Enfin, je veux dire, des fois, voilà, t'entends un bruit bizarre et je tape sur Twitter et en fait, on sait ce qui s'est passé. C'est pas plus tard que avant-hier, j'ai reçu du spam téléphonique, mais 5 ou 6 numéros en 06 d'affilée. Et je me suis demandé si j'étais le seul à avoir eu ça. Et j'ai tapé sur Twitter et non, j'ai vu que c'est d'autres. Et du coup, j'ai un peu mieux compris. Ok, c'est une campagne de spam téléphonique. La vitesse de l'info est... Ouais, c'est dingue. Elle est incroyable. Ouais, la vitesse de l'info est incroyable. Ou même pendant un match de foot, ce genre de choses. Alors moi, je suis pas très foot, mais quand même pendant les grands événements, je regarde. Et puis regarder de suite la réaction sur Twitter, c'est vraiment c'est assez incroyable. Et aussi le fait qu'on peut bien choisir vraiment ses followers. Donc ça se transforme pas mal parce qu'il y a vraiment ces 2 onglets aujourd'hui. Le For You, où là c'est vraiment l'algorithmique, mais il y a l'onglet Following qui pour l'instant reste, et où on peut avoir vraiment la veille plus dans un esprit des flux RSS de l'époque, où c'est vraiment les comptes qu'on a choisis. On peut faire aussi des listes, et ça permet quand même, et c'est encore le cas aujourd'hui, de faire une veille super fine. Et LinkedIn, finalement, il y a un peu cette transcription d'usage plus de la veille informationnelle, où comme il y a de plus en plus de gens qui émettent du contenu un peu varié, ça, et puis évidemment pour tout simplement la communication, là c'est plus aussi cette frontière pro perso dont je parlais, aussi pour faire parler de VisiBrain, tout simplement. LinkedIn est un réseau social qui marche bien. Voilà, donc pour ton propre personal branding. Exactement. Jean-Christophe, ce que je te propose, c'est d'attaquer notre dernière partie du podcast, donc sur des questions plus génériques. La première que j'ai envie de te poser, c'est comment tu arrives aujourd'hui à gérer, maîtriser ton équilibre vie pro, vie perso? C'est vrai que c'est une question que je me posais pas trop au début, à la fois parce que j'étais jeune et célibataire, et que c'est le début, donc on donne tout dans le projet. Maintenant, aujourd'hui, voilà, je suis marié et père de famille, donc il y a un sujet là-dessus, et c'est vrai que le télétravail, ça permet quand même de jongler là-dessus comme il faut. Et puis comment dire, ça je trouve c'est la liberté qu'on a en tant qu'entrepreneur. Enfin, c'est une liberté qui peut des fois effectivement être trop prenante, et où finalement on va donner sans limite au projet, mais ça c'est peut-être un travail, comme tu dis, ça fait 14 ans, donc bien se connaître et puis finalement prendre du recul sur le projet. Nous aussi, et c'est quelque chose qu'on a longtemps discuté, longuement disons, avec les associés. Finalement on est dans une logique bootstrap, hein, on n'est pas dans de l'hypercroissance, on a une croissance chaque année, on est rentable, et justement c'est un sujet, voilà, nous 3 fondateurs, on tient à notre propre équilibre pro-perso, et donc c'est un accord qu'on a entre nous, et finalement qui se rejaillit aussi après sur l'ensemble de l'équipe et des employés, où du coup on veut prendre du plaisir dans ce qu'on fait au travail, mais que le travail bouffe pas le reste. Et c'est vrai que ça évolue aussi parce que mon associé vient d'être papa, on a de plus en plus de gens qui étaient avec nous au début dans l'équipe qui aussi sont devenus parents, et en tout cas aujourd'hui, en tout cas,
on peut avoir cette liberté de aussi mettre des limites. Donc Bootstrap, juste pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, c'est que vous êtes sur vos propres fonds, vous n'avez pas fait de levée. Alors techniquement, on a fait une levée puis racheter nos investisseurs, mais oui, en tout cas aujourd'hui, on est les seuls aux manettes. On n'a pas d'investisseurs, tout à fait. Ok. Donc, de ce que tu as vécu à travers ces 14 ans jusque-là chez VisiBrain, ou de ce que tu vois aussi à travers ton réseau, etc., selon toi, quelles sont les caractéristiques d'une entreprise qui réalise une croissance de manière saine? Bonne question. Tu as 2 heures. Croissance de manière saine, c'est business model sain dès le début. Hein. Voilà, les métriques, les unités économiques du modèle doivent être bons dès le début. Et ensuite, c'est vrai, je pense que ça joue peut-être pas mal de la personnalité quand même des fondateurs. Enfin, nous, c'est aussi on est 3, ça fait je pense une forme d'équilibre parce que voilà, c'est trouver l'équilibre entre quand même être dans une croissance et du coup aller quand même un minimum vite et puis pas faire n'importe quoi non plus. Donc je pense comme ça là vraiment là tu me prends un peu à chaud, mais à chaud je dirais c'est une croissance saine, c'est une équipe fondatrice saine. Au moins c'est la base. J'aime beaucoup ta réponse parce que t'as dit 2 choses. T'as dit déjà il faut que le business model soit viable, donc faut que à minimum à la fin de chaque exercice l'entreprise soit à équilibre, si possible bénéficiaire bien évidemment. Et puis tu indiques aussi être plusieurs associés, voilà, avec une répartition des rôles, comme tu nous le disais au tout début. Chez Make the Grade, on est 3 associés aussi, donc je reconnais bien ce modèle-là où chacun se complète, chacun challenge l'autre, etc. Donc c'est assez sain d'être en trio, je trouve. Tout à fait, non. Et après, moi, je suis pas du tout anti-levée de fonds. Enfin, on peut avoir un business model sain et ne pas être rentable et lever des fonds pour plus de la croissance. Il y a pas de souci. Mais c'est vrai que peut-être que le risque et la difficulté, c'est que dès qu'on est c'est de pas se rendre compte exactement. Le gros avantage de Bootstrap, c'est que là, on voit de suite si t'es rentable ou pas à la fin de l'année. Mais tous les modèles existent, plusieurs chemins mènent à Rome. Voilà, tout à fait, exactement. J'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas d'odyssée sans adversité. Est-ce que tu peux nous dire, Jean-Christophe, quel est ton plus grand ennemi? Mon plus grand ennemi, moi, à titre personnel, moi, je suis très procrastique, c'est la procrastination. Et peut-être plus que la procrastination, avoir besoin de beaucoup penser et voir toutes les possibilités d'une décision avant de me lancer. Donc là, on rejoint l'équilibre et c'est bien qu'il y ait mes 2 associés pour dire non mais voilà, ça, on oublie, ça sert à rien de se prendre la tête 10 000 ans là-dessus, soit on oublie, soit au contraire on y va et on verra bien. Donc ça, j'ai un peu de mal, alors que c'est quand même important en entrepreneuriat d'agir. Et voilà, donc je dirais ça pour mon plus grand ennemi. Très clair. Si tu avais un conseil à donner à ton toi du tout début de l'aventure entrepreneuriale, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Ça de moins se prendre la tête et d'agir plus et plus vite. C'est principalement ça, parce que après c'est vrai que c'est très pareil pour aller dans la philosophie, mais évidemment j'ai fait plein d'erreurs, mais c'est celle aussi je suis content de les avoir faites aussi parce que c'est en les faisant qu'on intègre vraiment les leçons, donc il y a ça et peut-être être plus conscient justement du modèle Bootstrap. On l'était pas peut-être plus. On l'a fait un peu, mais on était un peu entre deux chaises en ayant quand même un peu cette envie de levée de fonds et donc de plus se mettre d'accord entre associés dès le début un peu sur ça. On a un peu. Tu parles du modèle là-dessus. Ouais, du modèle et de même de l'ambition finalement, c'est finalement on a fait une première levée de fonds, pas une deuxième. On aurait pu, on l'a pas fait, mais parce qu'on n'était pas forcément. Peut-être, voilà, le deuxième conseil, plus la communication entre associés, la structurer, en tout cas la travailler. Beaucoup plus tôt finalement, parce que c'est vrai qu'au début on est dans l'euphorie du projet et tout se fait naturellement. Enfin. On dit ça, c'est vrai qu'une relation de fondateur, il y a des similitudes avec une relation plus romantique. Enfin, c'est un mariage. C'est un mariage, hein, et c'est vrai qu'on a pas mal erré des fois par moment et peut-être perdu du temps bêtement. Donc voilà. Mais voilà, après, pas trop de regrets dans l'ensemble. Très 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 inspirant. Dernière question pour un prochain épisode du podcast La Grosse Odyssée. Quelle dirigeant, leader du marketing ou des ventes, tu aimerais nous recommander?
Oui, il y en a plein. Il y en a plein. Peut-être dans l'univers du social listening et de la social data, il y a les gens de Licteur. Donc c'est Antoine et Adrien. Donc c'est des gens qui ont monté la cellule data de l'Élysée et puis qui ont montré leur propre agence et qui du coup eux justement pourront peut-être par rapport à toutes les questions sur la réputation t'apporter finalement l'aval, la suite exactement, et qui utilisent VisiBrain depuis très longtemps maintenant et qui ont vraiment cette double expertise vraiment plus technique data et communicant et franchement c'est super cool qu'ils font. Donc c'est une agence qui est en pleine croissance là, enfin qui est très récente. Donc je dirais eux, et après il y a plein j'ai rejoint on avait parlé le club Bootstrap il y a peu, donc il y a plein d'entrepreneurs du club, je pense, qui ont plein de choses à dire sur la croissance. Donc Club Bootstrap, c'est un club sur Paris, enfin pas que, ouvert, je pense, à tout entrepreneur, entrepreneuse en France. Ouais, tout à fait. Voilà, qui vivent le modèle Bootstrap. Effectivement, c'est un super beau réseau. Jean-Christophe, merci pour cet échange. C'était vraiment passionnant. Le sujet du social listening a été dégrossi grâce à toi et ta lecture de VisiBrain. Je te souhaite à toi, tes associés, à toute votre entreprise une belle continuité, une belle réussite sur des sujets importants. Et je te dis à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Et puis tout le meilleur pour Make the Grade également. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme préférée et à nous laisser 5 étoiles sur Apple ou Spotify. Je vous souhaite une excellente croissance à toutes et à tous.